Aller au cinéma, c'est bien plus que simplement regarder un film. C'est retrouver la magie d'un grand écran. C'est se laisser emporter par une histoire qui nous touche ou qui nous ouvre les portes d'univers inconnus. C'est rire, pleurer, frissonner, avec une foule qui partage la même émotion, plongée dans le noir. C'est l'odeur du popcorn, le silence qui tombe juste avant le générique, et la rencontre avec des personnages qui, parfois, restent avec nous longtemps après la séance. Ce moment suspendu, cette immersion totale, c'est ce que le public cherche depuis 130 ans. De l'émotion du muet au géant du streaming, c'est cette magie-là qu'on va raviver ensemble, en remontant le fil de l'histoire du cinéma. Avant même l'invention du cinéma, l'humanité rêvait déjà d'images en mouvement. Dès le 19e siècle, on s'amuse avec des jouets optiques au nom presque magiques. Thaumatrope, zootrope, phénakistyscope, de simples disques ou bandes de papier qui tournent et qui, en trompant l'œil, donnent l'illusion du mouvement. En parallèle, Niepce et Daguerre inventent la photographie, en fixant la lumière sur des plaques. On sait figer le réel, mais pas encore le faire vivre. En 1878, aux États-Unis, Edward Muybridge change la donne. Pour trancher une polémique sur le galop d'un cheval, il réussit à décomposer une course en une série de 24 images prises par 24 chambres photographiques. En les enchaînant, on voit enfin le mouvement. C'est le début d'une nouvelle façon de penser les images. En France, Émile Reynaud va encore plus loin. En 1892, au musée Grévin, il projette ses pantomimes lumineuses, des dessins colorés, animés à la main, devant un vrai public qui a payé sa place. La magie est là, mais la technique reste lourde, artisanale et difficile à reproduire à grande échelle. Au début des années 1890, aux États-Unis, Thomas Edison lance son kinétoscope, une machine dans laquelle on regarde, seul, une petite boucle d'images animées. C'est là qu'entrent en scène les frères Auguste et Louis Lumière. Ces industriels lyonnais spécialisés dans la photo cherchent à créer un appareil qui puisse tout faire, filmer, projeter et imprimer des images sur pellicule. Le 13 février 1895, ils brevettent le cinématographe, une caméra légère, ingénieuse, utilisant une pellicule 35 mm. Le 22 mars, à Paris, ils montrent la sortie des usines Lumière à un public de scientifiques. Mais le véritable tournant a lieu le 28 décembre 1895. Ce soir-là, dans le salon indien au sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris, pour la première fois, un public paie pour voir des scènes de la vie quotidienne projetées sur grand écran. Le cinéma est né. En parallèle, aux États-Unis, Thomas Edison lance en 1896 le Vitascope pour réaliser des projections publiques massives à New York. En Angleterre, Robert Paul rivalise avec son théatographe. Tandis qu'en Allemagne, les frères Skladanowski devancent presque les Lumières avec leur bioscope présenté à Berlin à la toute fin d'année 1895. En quelques années, et grâce à cette flopée de nouveaux appareils, les vues Lumière font le tour du globe. Moscou, Tokyo, Buenos Aires, le monde adopte cette invention à une vitesse hallucinante. Une industrie planétaire est en marche. De France, le cinéma rayonne immédiatement. Les Lumières, prudents, refusent de vendre leur caméra, ils préfèrent la louer avec leurs propres opérateurs pour garder la maîtrise de la diffusion et préserver la rareté de la nouveauté. Mais la concurrence ne l'entend pas de cette oreille. Léon Gaumont lance son propre projecteur dès 1896. C'est chez lui qu'Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire, tourne La Fée aux choux. Avec elle, on passe du documentaire à la fiction. Les frères Charles et Émile Pathé suivent de près. Ils perfectionnent les projecteurs Lumière et, en créant les premières usines de pellicules pour une production de masse, industrialisent tout ça. C'est dans ce contexte qu'entre en scène un magicien, Georges Méliès. Fasciné par la séance des Lumières, il bricole ses propres caméras et fonde son studio, la Star Film. Avec lui, le cinéma devient un art du trucage et du rêve. Son Voyage dans la Lune, de 1902, propulse le médium dans une autre dimension. En 1906, les frères Pathé ouvrent l'Omnia Pathé à Paris, la première salle fixe. Fini le forain, le cinéma se sédentarise. Pendant ce temps, l'Amérique aussi s'organise. Les Nickelodeon explosent, la Californie et sa lumière parfaite attirent les tournages, les grands studios naissent, Paramount, Universal, Warner, Disney. Ils contrôlent tout, production, distribution, salle. Artistiquement, le début du XXe siècle bouillonne. Outre-Atlantique, c'est l'époque des pionniers du montage narratif, comme Porter, ou du langage visuel, comme Griffiths. En France, Feuillade tisse des intrigues policières en feuilleton, et Linder se concentre sur la comédie avec son dandy maladroit. Le burlesque devient alors la langue universelle et s'exporte. Chaplin et son vagabond mélancolique, Keaton et ses cascades impossibles,
Sans dire un mot, ces génies transforment Hollywood en usine à rêves. Mais cette perfection visuelle appelle une nouvelle révolution. Et le cinéma va bientôt parler. Jusqu'ici, les films étaient muets, mais les séances, elles, pas vraiment. Le son était à côté de l'écran. Il y a un pianiste, parfois un orchestre pour accompagner les images, ou un bonimenteur, un benshi au Japon, qui raconte l'histoire. En 1927, le choc. Le studio Warner Bros. Propose le film Le chanteur de jazz, qui synchronise enfin voix et images. C'est un raz-de-marée. Hollywood s'adapte à toute vitesse. En quelques années, les studios investissent massivement dans le matériel sonore. De nouveaux genres apparaissent. Comédie musicale, screwball comedies, films de dialogue. Certains acteurs du muet disparaissent même parce que leur voix, leur accent ou leur diction ne passent pas à l'écran. Puis, c'est la couleur qui s'impose. On part de procédés artisanaux, à la main, pour arriver à des systèmes industriels comme le Technicolor, qui finira par inonder les écrans des années 1930. Le cinéma devient alors synonyme de spectacle total. Et l'animation suit le mouvement. Disney frappe fort avec Steamboat Willie en 1928, et surtout en 1937 avec Blanche-Neige et les Sept Nains, premier long métrage animé en couleur et triomphe mondial. Le dessin animé devient un art majeur du cinéma. On entre alors dans l'âge d'or. Des années 30 aux années 50, les studios MGM, Warner, Paramount, Fox, RKO contrôlent tout. Ils produisent les films, les diffusent, possèdent leur propre salle. Les genres sont codifiés, western, film noir, comédie, et un film en particulier va marquer un tournant, Citizen Kane, réalisé en 1941 par Orson Welles. Souvent cité comme l'un des plus grands films de l'histoire, il pousse la mise en scène classique à un niveau inédit, avec une utilisation extrême de la profondeur de champ, des angles de caméra audacieux et une construction en puzzle à base de flashbacks. La grammaire du cinéma est fixée. C'est fluide, c'est beau, c'est efficace. Et cet âge d'or est mondial. Réalisme poétique en France, néo-réalisme en Italie, les chefs-d'œuvre de Kurosawa au Japon. Un star system naît avec des visages connus partout dans le monde. Le cinéma est reconnu comme un art majeur, entraînant la création de grands rendez-vous internationaux. Les festivals de Venise, Cannes et Berlin voient le jour pour le célébrer. Le cinéma devient un art discuté, jugé, récompensé et admiré. Et comme souvent, dès que le modèle semble bien installé, certains cinéastes décident de le bousculer. Après la Seconde Guerre mondiale, fini les studios. Les Italiens sortent les caméras dans la rue. Terminés les décors luxueux, place à la réalité crue. À la fin des années 1950, en France, la nouvelle vague attaque le cinéma de papa. Truffaut, Godard et compagnie tournent léger, en décor réel et en son direct. Montage haché, caméra à l'épaule, improvisation, ils envoient valser les règles, mettant en avant le regard du cinéaste. On ne raconte plus seulement une histoire, on impose un style, un auteur. Cette liberté inspire le monde entier, jusqu'au nouvel Hollywood des années 70, celui de Scorsese, de Coppola, qui signe des films plus sombres, plus politiques, avec des anti-héros. Le cinéma n'est plus juste un confort, c'est un laboratoire. De cette inspiration accouchera aussi le concept de blockbuster, des films à gros budget conçus pour un succès commercial massif, grâce à des effets spéciaux spectaculaires ou un marketing intensif, et plus tard une sortie mondiale simultanée. Ces superproductions transforment le cinéma en phénomène de société, priorisant le spectacle grand public sur l'expérimentation artistique. Un nouveau modèle moderne qui annonce une révolution technique, le passage de la pellicule analogique au numérique, qui va transformer la création, la projection et la consommation même du cinéma. La pellicule cède peu à peu sa place au pixel. Toy Story, le premier long métrage entièrement animé en 3D en 1995, prouve qu'un ordinateur peut créer des univers vivants, plus fluides que la main humaine, lançant une industrie d'animation rentable. D'autres films vont pousser plus loin cette nouvelle magie numérique. À la fin des années 1990, Matrix fait littéralement plier l'espace et le temps avec ses ralentis impossibles et ses décors retouchés image par image. Au début des années 2000, des sagas comme Le Seigneur des Anneaux peuplent l'écran de créatures et de foules entièrement numériques, tout en restant du grand spectacle classique. Dans le même temps, l'animation 3D devient la norme pour le cinéma familial, avec des studios comme Pixar et DreamWorks qui enchaînent les succès. Et en 2009, Avatar pousse cette logique à son maximum. Performance capture, univers presque entièrement créé par ordinateur, 3D pensé pour la salle IMAX, le numérique n'est plus seulement un outil, il devient le cœur même de l'expérience. Mais la révolution ne se passe pas que sur l'écran, elle se joue aussi dans la cabine de projection.
Vers la fin des années 2000, les salles vivent leur mutation la plus coûteuse, le passage au projecteur numérique. Cette bascule était nécessaire pour projeter des films à effets spéciaux toujours plus complexes et pour proposer la 3D moderne. Fini les lourdes bobines 35 mm, les manipulations techniques et les rayures. L'image devient parfaite, standardisée. Mais cela marque aussi le début d'une uniformisation et prépare le terrain pour que les films puissent voyager sur n'importe quel écran. Année 2010, le numérique arrive à pleine maturité. Gravity ou Mad Max Fury Road repoussent les limites techniques de la mise en scène. L'animation 3D s'impose avec La Reine des Neiges ou vice-versa, et des œuvres comme Spider-Man Into the Spider-Verse réinventent même le look du dessin animé. En parallèle, le cinéma mondial s'affirme. En France, The Artist rend hommage au muet. Parasite devient le premier film sud-coréen à conquérir à la fois Cannes et les Oscars. Autant de preuves que, même à l'ère du pixel, le cinéma continue d'inventer de nouvelles formes de magie. Mais ce que l'on appelle le cinéma classique, celui qui a été pensé d'abord et avant tout pour l'expérience collective et immersive de la salle, se retrouve aujourd'hui menacé par une nouvelle logique économique et technologique. Les plateformes de streaming ont imposé un nouveau modèle, l'abonnement de masse et la rétention de l'utilisateur, où la qualité du contenu et la nouveauté permanente priment souvent sur l'exigence artistique. L'algorithme nous enferme dans une bulle de confort et de préférence, nous poussant vers ce qui ressemble à ce que nous avons déjà aimé. Découvrir des œuvres exigeantes et innovantes noyées dans le flux devient difficile. Et l'idée même de sortir, de se déplacer et de payer un billet pour une séance à heure fixe devient une contrainte face à l'immédiateté et au confort du visionnage à domicile. Le film perd son statut d'événement pour devenir du simple contenu à consommer. Néanmoins, face à cette nouvelle donne, l'expérience en salle prouve sa résilience spectaculaire. Après l'année noire de 2020, la fréquentation mondiale a connu une reprise continue jusqu'en 2023. Bien qu'elle n'ait pas encore retrouvé les niveaux de 2019, la dernière année avant la pandémie de Covid, les données agrégées de l'Observatoire européen de l'audiovisuel ou de l'Unifrance montrent qu'en Europe, en 2023, la fréquentation globale a atteint environ 75% du niveau pré-pandémique. La France est souvent citée comme une exception culturelle mondiale en matière de cinéma, et les chiffres le confirment. Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée, la fréquentation des salles françaises a dépassé les 181 millions d'entrées en 2024, confirmant une très forte dynamique de reprise après la crise sanitaire. C'est une progression de plus 0,5% par rapport à 2023, et cela rapproche la France de ses moyennes d'avant-crise. L'Hexagone résiste mieux, soutenu notamment par un très haut niveau de films nationaux. La part de marché des films français a atteint 44,4% en 2024, un niveau parmi les plus élevés depuis 15 ans. Parce qu'on a un cinéma national fort, et un public jeune, souvent ciblé par les plateformes, mais qui, contrairement aux idées reçues, est très attaché à la salle. Par exemple, les opérations promotionnelles comme le Printemps du cinéma ou la Fête du cinéma continuent de rencontrer un succès massif, en particulier auprès des 15-24 ans. Le public revient, malgré la montée en puissance des plateformes de streaming, malgré les méga-fusions type Fox Disney ou Warner Discovery, mais aussi des VPN qui permettent de contourner la chronologie des médias français en se connectant à Internet depuis un autre pays. Cette résistance montre que l'attrait pour l'écran géant persiste et confirme que le cinéma est un rituel dont on ne peut se passer. La salle de cinéma n'est pas obsolète, elle est vitale. Mais sa survie face à la pression du divertissement à domicile et de l'algorithme demande un effort concerté. Alors non, la bataille n'est pas perdue. Le cinéma, ce n'est pas un flux d'images sur un téléphone, c'est un rendez-vous. C'est cette expérience collective, dans le noir, face à quelque chose de plus grand que nous. Le cinéma classique ne meurt pas, il mute. Il dépend désormais de nous, de notre engagement, de notre curiosité et de notre refus de laisser un algorithme décider de ce que nous avons le droit de découvrir. Alors si nous voulons soutenir le cinéma classique et la diversité, allons au cinéma. Il est vrai que les multiplexes jouent un rôle majeur dans l'économie du secteur, en offrant l'accès aux grands événements et en maintenant une fréquentation massive. Cependant, il est crucial de privilégier aussi les salles indépendantes et les cinémas d'art et essai. Ce sont eux qui font l'effort de programmer des œuvres exigeantes, des films de patrimoine et des découvertes étrangères. Eux qui proposent des débats et des rencontres. Ils sont la véritable colonne vertébrale de la diversité face à la concentration des blockbusters dans les multiplexes. Soutenir ces lieux, c'est garantir que le cinéma ne soit pas qu'un simple divertissement, mais qu'il reste un art accessible sous toutes ses formes. Alors, achetons un billet, même pour un film avec des acteurs que nous ne connaissons pas. Le cinéma a évolué et survécu à 130 ans d'histoire, il ne tient qu'à nous de lui offrir ces 130 prochaines années.